Alors, aujourd'hui, on va terminer déjà la partie sur les design patterns, la dernière fois. Donc, la journée, le design pattern memento. Donc, son but, c'est de capturer l'état interne d'un objet à un moment donné pour pouvoir le restaurer plus tard. Mais, si possible, sans violer le principe d'encapsulation, c'est-à-dire sans rendre disponible à l'extérieur la structure interne de l'objet et l'état exact de l'objet. Et donc l'application classique, c'est par exemple les systèmes undo-redo qu'on peut trouver dans plein d'applications quand vous faites donc un annulé pour revenir en arrière et vous pouvez revenir de plusieurs étapes et éventuellement même réavancer ensuite. Donc l'idée, c'est à partir de notre objet dont on veut pouvoir garder un état, c'est d'avoir une méthode createMemento ici qui va nous renvoyer cet objet memento et qui pourra aussi, et aussi définir une méthode setMemento qui prend un objet memento pour restaurer l'état qui était stocké dans ce memento-là. D'accord? Et le memento, éventuellement, il peut être encapsulé dans un autre objet qui va contrôler l'accès au memento de façon à ce que la méthode getState qui est là ne soit pas accessible depuis l'extérieur. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le commentaire que je vous mets ici. C'est-à-dire que seule la classe origine, ici, doit avoir accès au constructeur et la méthode getState du memento. Voilà. Et donc après, ça peut se faire par des histoires de gestion de droit adéquate. Et donc justement, en TP, vous aurez un exercice où vous aurez ça, vous aurez un petit éditeur et il faudra pouvoir rajouter ce qu'il faut pour pouvoir revenir en arrière et réavancer, etc. Donc le principe derrière, si vous voulez, c'est une pile d'états. D'accord? Au fur et à mesure qu'on fait des choses, on empile le nouvel état. Quand on veut revenir en arrière, on dépile. Avec par contre la petite différence par rapport à une pile classique, c'est que si on veut pouvoir réavancer, il ne faut pas dépiler. En fait, donc plutôt qu'une pile, on pourrait voir ça comme une liste où on maintient l'indice de l'état courant. Ça veut dire que du coup, quand on est revenu en arrière avec des undo, on peut réavancer avec des redo. Par contre, si au lieu de faire un redo, on fait une nouvelle action, du coup, ça vient mettre au sommet de ce qu'on avait de l'état dans lequel on était, et du coup, tout le reste est maintenant perdu. D'accord? Mais c'est le fonctionnement classique d'un système d'annuler-refaire d'un logiciel. Autre design pattern fondamental qui est souvent associé au design pattern d'ailleurs adaptateur qu'on a vu, c'est le design pattern observateur. Donc l'objectif tel que défini, c'est établir une dépendance 1N entre des objets pour que ceux qui dépendent d'un objet modifié soient avertis du changement d'état et soient mis à jour systématiquement. Donc si je reprends l'exemple de la semaine dernière où on avait le bouton sur lequel on cliquait qui devait modifier l'étiquette, quand j'ai créé le bouton, il ne sait pas qui va écouter et combien de personnes vont s'intéresser au fait qu'on a cliqué sur le bouton. Enfin, combien de l'objet vont s'intéresser au fait qu'on a cliqué sur le bouton. Je pourrais très bien, dans mon exemple, remettre, par exemple, deux étiquettes qui chacune afficheraient éventuellement mes textes différents quand j'ai cliqué sur le bouton. D'accord? Donc, quand je conçois la classe bouton, donc en l'occurrence, c'est pas moi, c'est les développeurs Java qui l'ont conçu, cette classe bouton, ils ne savaient pas combien il y allait d'avoir d'objets qui allaient s'intéresser à ce qui se passe au niveau du bouton, ni quels seraient ces objets. Et donc, le design pattern observateur, il est là pour gérer ça. Donc, comment on implante? Eh bien, on va avoir au niveau de l'objet qui est potentiellement, qui peut être potentiellement observé, donc là, mon bouton, d'accord? On va considérer que j'ai des éléments qui doivent observer le bouton pour dire, tiens, il y a eu un clic dessus, donc moi, je vais changer mon état. Donc, ça va être des observateurs, et le bouton, ça va être l'observé. Donc l'observer, il va gérer une liste d'objets, qui seront une liste d'observateurs, si vous voulez. Et ce qui va se passer, c'est quand mon bouton change d'état, eh bien il va parcourir cette liste en prévenant les objets qu'il a changé d'état. Donc prévenir, c'est quoi? C'est appeler une méthode spécifique. D'accord? Et donc ça, je vais vous le remontrer sur l'exemple qu'on avait fait. Alors, c'est l'observer, c'est ça qui va appeler des méthodes de tous les observateurs. Donc là, quand je regarde maintenant au niveau du bouton, donc on va dire de la semaine dernière, c'est celui-là. Alors,
adaptateur. Et donc là, si on regarde bien ce que j'avais fait ici sur mon bouton, où est-ce que je l'avais fait? Ah voilà, ici. Voilà. Sur mon bouton, j'ai appelé la méthode addActionListener ici de adapt. Donc mon adaptateur ici, c'était l'observateur. C'est lui qui observe le bouton. Et donc ce que fait le bouton, c'est qu'il va appeler sur tous ceux qui sont enregistrés comme observateurs une méthode. Alors la méthode en question, eh bien, c'est une convention. Donc là ici, mon bouton, il a une méthode addActionListener, qui veut dire que j'ai dit actionListener, et que donc la méthode que je dois définir, c'est actionPerformed. Et c'est donc actionPerformed, la méthode qui est appelée. D'accord? Donc si je veux implanter le lien de pattern observateur, donc imaginons que là, j'ai une classe, ici, personne, d'accord, avec private int id private string non. Et supposons que je veuille, parce que ma personne elle est affichée à des endroits où peut, en tout cas, je veux pouvoir prévenir quand le nom de la personne est modifié. Eh bien, je vais gérer ici une liste d'observateurs, donc public, private, liste de obs-personnes, observateur, observateur. Est-ce que vous voyez, il faut que je grossisse un peu? C'est mieux comme ça? Voilà, donc je vais créer une liste d'observateurs qui seront d'un type obs-personne. Et ça va être quoi ce type obs-personne? Ça va être une interface qui définira une méthode, d'accord? Donc ici, create interface obs-personne. Donc ici, j'ai une méthode void personne modifiée. Par exemple, va prendre justement, ou si c'est le nom, tiens non, je vais plutôt l'appeler non modifié, de string ancien nom, de string nouveau nom. Voilà, je suppose que quand le nom est modifié, je reçois comme information l'ancien nom et le nouveau nom. Donc ça, c'est ce que j'ai dans mon interface obs-personne, d'accord? Et donc au niveau de ma classe personne, qu'est-ce que je vais faire? Dans le constructeur, je vais initialiser ma liste ici. Alors, par exemple, une liste, d'accord? Après, je vais écrire une méthode prévenir, private void prévenir. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode-là? Eh bien, elle va prévenir tous les observateurs. Donc, elle a besoin de l'ancien nom et du nouveau nom. Oh, elle regarde juste de l'ancien. Hein. Voilà. Et elle va faire for observateur, obs-personne, obs de point observateur, obs.non modifié de ancien nom, virgule, nom. Puisque le nouveau nom, j'ai là. Et donc, dans ma méthode, par exemple, set nom, public, void, set nom de string, nouveau nom, je vais faire ancien nom égale nom, et puis nom égale nouveau nom, et prévenir de ancien nom, virgule, nouveau nom. Prévenir, pardon, ancien nom seulement. D'accord? Donc, chaque fois que je modifie le nom, j'appelle prévenir. Prévenir parcourt ma liste d'observateurs. Mais évidemment, il faut pour ça que quelqu'un qui souhaite observer ma personne puisse s'enregistrer comme observateur. Donc, il faut que je prévoie une méthode, public void, add observateur personne. De ici, c'est obs personne. O.
Et là, je vais faire donc observateur.add de O. Oui. Non, enfin, dans le TP, vous aurez que ceux que j'ai indiqués comme étant dans le TP. D'accord? Ça ne veut pas dire, comme je disais, que les autres ne sont pas à comprendre, mais même globalement sur l'année, je vous demanderai surtout ceux que j'ai mis sur fond coloré. Après, donc, pour certains, je les ai mis sur fond coloré parce que je pense que c'est bien que eux vous les ayez acquis. Donc potentiellement, vous pourrez être interrogé dessus lors des épreuves écrites. Par contre, il n'y aura pas forcément des sujets TP dessus. D'accord? Donc, évidemment, il faut pouvoir s'enregistrer comme observateur, donc c'est ça. Et un observateur peut aussi vouloir dire qu'il est plus intéressé. Donc, il faut une méthode, remove observateur personne, de ops personne O, et c'est observateur.remove de O. Voilà, d'accord? Et ops personne, il manque un oui. D'accord? Et donc, ça, c'est Lilian Pattern observateur. Du coup, maintenant, mon objet personne, eh bien, chaque fois qu'il sera modifié, il préviendra tous ceux qui se sont enregistrés comme observateurs. Quand j'ai créé ma classe personne, je ne sais pas qui va être intéressé. Je sais juste que, potentiellement, il peut y avoir des personnes intéressées, et du coup, je les préviens. D'accord? Maintenant, donc ça, c'est un pattern observateur. Mais on voit bien, si je reprends l'exemple ici de mon bouton, que mon bouton, lui, il ne pouvait pas prévoir tous les cas. Donc lui, ce qui lui importe, c'est que ce soit des objets type Action Listener, donc qui implantent Action Listener et qui ont la méthode Action Performed. Mais dans le cas du bouton et l'étiquette, comme mon étiquette, elle n'implantait pas l'interface Action Listener, eh bien, j'ai dû créer un adaptateur. Donc très souvent, ce sont des patterns qui vont ensemble, observateur et adaptateur. En fait, dans l'exemple qui est là, j'ai appliqué observateur, il était déjà défini au niveau de bouton, ici, à l'Action Listener. Et pour l'utiliser, j'ai dû conjuguer ça avec le design pattern adaptateur. D'accord? Donc là, en fait, il y avait les deux. Sauf que l'observateur était déjà implanté par bouton. Et adaptateur, par contre, là, c'est moi qui ai dû l'implanter. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le design pattern observateur. Donc ici, on retrouve ce que je viens de vous dire. Hein. J'ai une liste d'observateurs. J'ai une méthode pour attacher et détacher des observateurs. J'ai une méthode avertir qui prévient tout le monde en appelant à la méthode de l'interface observateur. Et après, concrètement, il faut que mes observateurs, ils implantent cette interface-là. D'accord? Voilà, et puis là, c'est juste pour montrer qu'éventuellement, là, je peux avoir une classe principale et une sous-classe. Alors, le design pattern observateur, on le trouve dans beaucoup de classes en Java, notamment pour tout ce qui est interface graphique. C'est bien pratique. Et donc, les RSSTP, voilà, vous aurez ici une classe horloge qui compte les heures, d'accord, et qui prévient les observateurs quand l'heure est modifiée, donc toutes les secondes. Et après, vous aurez des objets qui permettent d'afficher une heure. Et c'est celui sur FacilTP sur lequel vous avez appliqué, et observateur et adaptateur. Parce que là, l'observateur, il n'est pas implanté. La classe horloge que vous aurez, elle n'est pas faite, pour le moment, elle n'a pas de gestion d'écouteurs. Donc il faudra rajouter ça. Et après, il faudra faire les adaptateurs pour bien faire le lien entre ce qu'attend votre classe horloge et les différentes visualisations de l'heure qui doivent être mises à jour. Alors, un autre design pattern aussi qui est assez important, c'est le design pattern état, qui va permettre à un objet de modifier son comportement en fonction de son état. Donc, l'état d'un objet, c'est quelque chose qui évolue, et peut-être que, en fonction de son état, l'objet va pas toujours, quand il doit faire quelque chose, le faire de la même façon. D'accord? Genre, vous avez une classe personne, si la personne a le permis, aller au cinéma, c'est prendre sa voiture et aller au cinéma, en supposant qu'il n'y ait pas de bus et autres, qu'on est loin. Et si la personne n'a pas le permis, c'est trouver un chauffeur, puis aller au cinéma. D'accord? Et donc, suivant, et puis si la personne est blessée, qui pourrait être un autre truc, c'est pareil, du coup, à nouveau, il faut trouver un chauffeur ou ce genre de choses. Donc, suivant l'état de la personne,
une même action, enfin une même notion d'idée ne va pas être implantée de la même façon. Et donc ça, on pourrait le faire avec un if pour chaque action. Si je suis dans tel état, je fais ça, sinon je fais ça, ou un switch. Mais bon, ça donne un code qui n'est pas évident à lire. Et donc l'idée, c'est de représenter l'état comme une classe ici, avec une interface. Et pour la méthode, on a une méthode générique qui existe juste là avec un nom au niveau de ce que c'est que l'état, d'accord. Et ensuite, pour chaque état, donc par exemple a le permis ou a pas le permis, on aurait deux classes concrètes avec cette méthode qui est redéfinie avec cette fois-ci une vraie définition de comment je fais, qu'est-ce que c'est qu'aller au cinéma, dans l'état où j'ai le permis et dans l'état où j'ai pas le permis. D'accord? Et du coup, quand ici j'ai besoin d'aller au cinéma, je fais juste état.aller au cinéma. Et je me pose plus la question à ce moment-là de savoir si j'avais le permis ou pas. D'accord? Il se trouve qu'en fonction de mon état, ce qui va être fait pour aller au cinéma, c'est soit prendre la voiture et y aller, soit trouver un chauffeur. D'accord? Donc on utilise le principe de la liaison dynamique pour cette notion de choix. Et l'autre intérêt, c'est que s'il y a plusieurs traitements qui dépendent de cet état, le fait que j'ai le permis ou pas, eh bien, il faudrait que je pense sinon à faire dans chaque méthode des switches ou des if. Alors qu'en faisant ça, je crée un état à le permis, et là je mets tout ce qui correspond à le permis, un état à pas le permis, et après, quel que soit l'endroit où j'ai besoin de faire quelque chose qui dépend du fait que j'ai le permis ou pas, eh bien, je ne me pose plus la question. Je dis que je fais mon action, et ce sera celle-là qui sera exécutée si j'ai le permis, ce sera celle-là qui sera exécutée si j'ai pas le permis. Voilà, tu vois par rapport à la question que tu me posais, celui-là, typiquement, c'en est un que je vous demande de connaître, mais il n'y a pas d'exercice dans les TP qui portent dessus. Le design pattern stratégie, lui, il va répondre au problème suivant. J'ai un traitement à faire sur des données, d'accord, pareil, et j'ai plusieurs algorithmes possibles, mais je ne sais pas encore quel est le meilleur algorithme, parce que peut-être que suivant les cas, c'est pas toujours le même algorithme qui est le meilleur. Et ça, c'est que quand j'ai mes données, donc à l'exécution, que je vais pouvoir déterminer quel est le meilleur algorithme. Donc le principe, tout simplement, c'est pareil, c'est de la liaison dynamique, c'est de dire que j'ai ici une interface qui donne un nom à mon algorithme, et après, j'ai différentes implantations de mon algorithme, et derrière, j'aurai une classe qui, en fonction du contexte, va me créer ici le bon algorithme. Et après, moi, dans mon programme, je fonctionne sur quelque chose qui est du type de cette interface et qui n'est pas d'un de ces sous-types. D'accord? Donc, une fois de plus, j'ai déporté la sélection de l'algorithme par rapport à son utilisation. Partout où j'utilise, j'appelle la méthode interface algo sur mon objet de type stratégie. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai exactement en stratégie? Dans l'objet de type stratégie, est-ce que c'est une stratégie A, une stratégie B, une stratégie C? Ça, c'est déterminé autrement. Mais ça ne vient pas polluer mon algorithme. D'accord? C'est un peu ce qu'on avait dans le design pattern fabric abstract, où je sélectionnais séparément dans quel cas j'allais être, et après, moi, je demandais ce que je voulais. Sauf que là, on n'est pas sur une histoire de synchronisation de famille d'objets. Oui, c'est vraiment quelque chose d'abstrait qui peut s'appliquer à tous les langages, à peu près, d'accord? Le design pattern patron de méthode, il va correspondre au cas suivant, c'est-à-dire que j'ai une procédure à suivre, et cette procédure, elle est faite d'étapes, certaines bien fixes, d'autres étapes, je sais que j'ai à la faire, mais c'est pareil, j'ai différentes façons de la faire, suivant les cas. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux donner le patron, ici, ma méthode, donc ça va être comme ça, sous la forme d'une classe abstraite, où j'ai ma méthode qui est là, avec des parties qui sont bien fixes, et quand j'ai une partie variable, eh bien, je vais faire appel, ici, à une méthode qui est abstraite. D'accord? Et ensuite, chaque fois que, eh bien, j'ai besoin de donner une version concrète à cet algorithme général, eh bien, je vais écrire une sous-classe de cette classe, où cette fois-ci, je vais dire exactement comment je fais ces phases-là. D'accord? Mais au moins, tout ce qui est commun, quel que soit le cas, c'est écrit une fois pour toutes.
D'accord? Donc l'idée là c'est avec une classe, mais on peut avoir plusieurs classes comme ça, et au moins, tout ce qui est commun, j'ai factorisé. Et après, j'écris que ce qui est différent dans mes sous-classes. D'accord? Et donc c'est pareil, ce design pattern pas trop de méthode, tout le monde le connaît parce que il est finalement assez pratique, on l'utilise même assez souvent, mais il n'y aura pas d'exercice en TP dessus. Le design pattern visiteur. Donc le principe est le suivant. Je vais avoir une certaine structure de données, d'accord? Et sur cette structure de données, j'ai des traitements à faire. Et j'ai plusieurs traitements. Une façon qui est possible de faire, c'est de définir une hiérarchie de classe pour ma structure de données et d'avoir, pour chacun des traitements possibles, une méthode dans chacune de ces classes-là. L'inconvénient de faire ça, c'est que du coup, mes classes, elles représentent la structure de mes données, mais elles vont aussi contenir ce qui est le traitement 1, que je dois pouvoir faire sur ma structure de données, et le traitement 2, qui est ce que je dois faire sur ma structure de données. Et donc, du coup, on viole le principe de responsabilité unique, des principes solides, puisque mes classes font plusieurs choses, et que j'ai plusieurs raisons de les modifier. Si je modifie ma structure, je dois modifier mes classes. Si je modifie ce que c'est que le traitement 1, je dois modifier mes classes. Si je modifie ce que c'est que le traitement 2, je dois modifier mes classes. Donc on voit bien que mes classes, elles dépendent finalement de plusieurs choses. J'ai plusieurs raisons de les modifier, et donc c'est typiquement contraire au principe de responsabilité unique. Donc, le but du design pattern visiteur, c'est de définir un parcours générique, récursivement sur la structure, et puis les traitements vont être définis sous la forme d'objets qu'on va appeler des visiteurs. Et donc un visiteur va appeler une méthode sur une classe de ma structure, qui est une méthode qui pourra accepter des visiteurs. Donc c'est une méthode qui prend en paramètre un visiteur, et cette méthode-là va appeler derrière le traitement du visiteur. Donc en fait, chaque visiteur a son traitement, qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis, je pourrais avoir aussi comme ça un parcours de ma structure qui est défini aussi à ce niveau-là. Du coup, ma structure, elle représente plus que ma structure et le fait qu'elle accepte des visiteurs. Et puis tout le traitement 1, c'est un visiteur. Tout le traitement 2, c'est un autre visiteur. Alors, derrière, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc ma structure, elle est composée d'éléments. D'accord? Ces éléments, j'ai des sous-éléments, donc ça c'est une interface avec juste une méthode accept de visitor. D'accord? Donc là, je peux accepter des visiteurs. Et chaque élément concret de ma structure, eux-mêmes éventuellement composés de sous-éléments. Donc imaginez, par exemple, ça peut être un arbre, d'accord? Mon arbre il est composé de nœuds. Et chaque nœud de mon arbre est susceptible d'accepter des visiteurs. D'accord? Et puis, j'ai les propres traitements. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que quand je reçois un visiteur, ici, eh bien, je vais appeler la méthode visitea sur le visiteur. En fait, dans mes visiteurs, faut que je vienne plutôt ici, j'ai une interface générique visiteur qui va me définir une méthode de traitement pour chacun des types d'objets que je peux avoir. Donc, comme j'ai un élément concret A, il faut que j'ai une méthode qui me dise ce que fait mon visiteur sur un élément concret A. Ce sera la méthode visite élément concret A. Pareil, pour les éléments concrets B, il faut que j'ai une méthode dans mon visiteur qui me dise ce que je fais quand je suis sur un élément de type élément concret B. D'accord? Et donc, sur un élément concret A, ici, j'appelle, ici, alors je l'ai appelé visiter A, en fait c'est visiter élément concret A. J'aurais dû mettre, d'accord? C'est celle-là que je vais appeler. Je vais appeler la méthode du visiteur ici, qui est adaptée à ce type d'objet. Quand je suis ici, eh bien, je vais appeler visiter élément concret B, donc la méthode du visiteur, qui est adaptée aux objets de type B. D'accord? Et ensuite, pour mes visiteurs, ici, je vais définir différents visiteurs pour chacun des traitements que je vais faire. Donc maintenant, ici, je ne représente plus que ma structure. D'accord? Ensuite, j'ai une classe pour le traitement A, pour le traitement 1, une classe pour le traitement 2. La classe pour le traitement 1, elle définit ici les différents traitements pour chacun des objets de ma structure. Et la classe visiteur 2, elle définit les différents traitements pour chacun des éléments de ma structure. Donc maintenant, j'ai des classes pour représenter ma structure, une classe pour représenter le traitement 1, une classe pour représenter le traitement 2. Et je ne viole plus le principe de responsabilité unique. D'accord?
Alors ça, vous aurez un exercice en TP où vous aurez donc un arbre binaire de recherche et on veut pouvoir faire des recherches et des ajouts sur cet arbre. Donc deux traitements, rechercher, ajouter. Eh bien, du coup, on définira, déjà il va falloir que la structure d'un binaire ici, elle accepte des visiteurs, et on définira un traitement pour rechercher et un traitement pour ajouter. D'accord? Alors là, il y a une structure simple où à peu près on n'a qu'un seul type d'élément, mais on pourrait faire ça sur des... Alors en fait, pas tout à fait parce qu'on doit avoir arbre et nœud. D'accord? Donc on aura la classe arbre, qui est constituée après d'un nœud et puis de la classe nœud. Et donc ça veut dire que ma classe visiteur ajout, elle aura une méthode ajoutée sur un arbre et une méthode ajoutée sur un nœud. Et c'est pareil pour la classe rechercher, on aura recherché sur un arbre, recherché sur un nœud. D'accord? Donc voilà ce que c'est que design pattern visiteur. Alors, je pense que c'est un des plus compliqués à mettre en place. Donc ce sera seulement la troisième et dernière séance de TP sur design patterns que vous ferez. Oui. Non, parce que là, ici, si tu veux, les traitements peuvent ne pas procéder de la même façon. Par exemple, stratégie, tu as toujours une seule façon de faire. Et puis stratégie, tu n'es pas sur le fait que tu as une structure et tu as un traitement ailleurs. Tu as un principe de traitement général qui est un peu toujours le même. Là, le principe de traitement peut ne pas être le même. Et puis voilà, et là, tu dois naviguer sur toute une structure. D'accord? Donc, souvenez-vous, je vous ai parlé la semaine dernière du design pattern interpréteur, qui permet justement, par exemple, vous analysez un programme écrit dans un langage, concrètement, ça peut vous amener à construire une structure comme ça de classe. Donc vous avez une classe qui représente les instructions. Dans les instructions, vous distinguez les affichages, les affectations, etc., etc. D'accord? Donc vous avez quelque chose qui... Et puis un programme, c'est une instruction. Et là-dessus, vous voudriez pouvoir, par exemple, le programme, vous pouvez pouvoir l'exécuter, vous voulez pouvoir l'afficher de manière formatée, etc. Donc vous avez tout ça qui représente votre structure. Et là, tel que j'ai fait, ici, vous voyez, pour le moment, j'ai mis exécuter ici. Donc du coup, il faut que je mette exécuter là. Exécuter, du coup, ici, ça va appeler évaluer sur les instructions, etc. Et donc on voit que les classes, si je fais ça, elles vont à la fois représenter la structure et à la fois représenter comment j'exécute mon programme. Eh bien, j'aurais pu faire ça autrement en disant, dans mes classes, je ne mets pas ce que c'est que l'exécution, je mets juste ce que c'est que la structure. Donc un programme, c'est une suite d'instructions. Une instruction, ça peut être un affichage ou une affectation. Quand j'ai une affectation, ça veut dire que j'ai une variable et une expression, etc. Et l'exécution, eh bien, ça aurait été un visiteur de cette structure. D'accord? Voilà donc le design pattern visiteur. Et puis, on a terminé ici pour les design patterns.